Alors, je tiens à remercier William Marx de m'avoir incité à reprendre ce dossier sur la responsabilité de l'écrivain à la lumière des cours de Valéry. Ces cours apportent effectivement un éclairage très intéressant sur ce débat et la conjoncture permet de mieux comprendre le positionnement de Valéry sur cette question. Si l'engagement politique des écrivains n'est pas un phénomène nouveau, la Libération est un temps fort de la théorisation de cet engagement. Cette théorisation s'opère en premier lieu à travers la notion de responsabilité de l'écrivain qui est très directement ancrée dans les débats autour des procès de l'épuration. Donc je commencerai par évoquer la position de Valéry en 44-45 et la division du camp résistant autour de cette question de l'épuration. Puis j'analyserai le cours que Valéry consacre à la question de la responsabilité de l'écrivain. Et enfin, je confronterai la position de Valéry à celle de Sartre. Alors, que je ne me trompe pas d'ordinateur. Alors, pour comprendre la problématique de la responsabilité de l'écrivain que développe Valéry dans son cours de 44-45, il faut rappeler qu'il a appartenu à la petite minorité agissante de l'Académie française qui a résisté aux tentatives d'un Abel Bonnard et d'un Abel Herman de l'entraîner dans les voies de la collaboration et qui a pris le dessus en 1942 contre la majorité vichiste. Le maréchal Pétain était membre des 40, qui avait aussi coopté Charles Maurras en 1938, mais ils étaient requis à Vichy. Et donc, à partir de la nomination de Georges Duhamel comme secrétaire perpétuel provisoire en remplacement du maurassien André Belsorge, cette petite minorité a pu réorienter l'Académie, et ça se voit notamment dans la distribution des prix en soutien à des écrivains de l'opposition. Alors Valéry a rejoint dans les premiers mois de 1944 le Comité national des écrivains clandestins, sans participer aux réunions clandestines, mais il lui a apporté sa légitimité. L'article qu'il rédige en hommage à Voltaire le 10 décembre, on en a beaucoup parlé, 10 décembre 1944, et qu'il reprend dans son premier cours de l'année du 15 décembre 1944, se réfère très directement aux circonstances, on l'a dit, donc évoquant ce qui fut... Ah, pardon. Ah, c'est pas dans le bon ordre, pardon. Ou alors je ne l'ai pas. Oui, c'est celle-là. Évoquant ce qui fut sa passion la plus constante, la liberté de l'esprit, Valéry commente « Nous savons ce que vaut cette liberté, nous savons ce qu'elle coûte, mais nous devrions peut-être mieux savoir que son plus digne emploi et sa preuve et le gage de sa durée consistent dans les limites qu'elle doit marquer elle-même à son pouvoir très précieux et très redoutable de remettre toute chose en question. » Cependant, à la Libération, le camp résistant se divise autour de l'épuration entre indulgents et intransigeants, notion qui se réfère à la Révolution française. Ce clivage n'est pas seulement politique, il recoupe en grande partie le clivage générationnel, comme je l'ai montré dans mon livre « La guerre des écrivains ». Divisant le Comité national des écrivains, ce clivage générationnel est symbolisé dans l'espace public, d'abord par l'affrontement entre François Mauriac et Albert Camus. Donc François Mauriac qui prône la réconciliation et Albert, il est proche de Gaulle à ce moment-là, et Albert Camus qui réclame que justice soit faite. Camus résumera ça autour de justice et charité, mais ça n'est pas la position de Mauriac, la position est la réconciliation. Le débat prend une tournure dramatique avec les premières condamnations à mort d'écrivains et journalistes en novembre-décembre 1944 et atteint son apogée avec la condamnation à mort puis l'exécution de Robert Brasillac. La pétition appuyant le recours en grâce en faveur de Brasillac est signée par des écrivains qui ont en moyenne 58 ans en 1945, selon mon calcul. Parmi les signataires, on compte 13 immortels, Valéry, Mauriac, Duhamel, entre autres, qui représentent un certain nombre de membres de l'Académie française, je ne vais pas tous les nommer, et puis de l'Académie Goncourt également. Camus est le seul de sa génération à l'avoir signé, en fait parce qu'il s'oppose à la peine de mort. Donc il a changé de position. Ce sont des écrivains de 40 ans qui plaident face aux anciens la responsabilité de l'écrivain dans le débat qui s'ouvre après la mort de Brasillac sur ce sujet, débat qui est lancé par l'hebdomadaire Carrefour autour d'une enquête.
Alors, si Valéry n'intervient pas directement dans la presse pour expliciter sa position, on peut la lire dans son hommage à Voltaire. Il avance que Voltaire, je cite, « institue un crime tout nouveau ». Il, je cite, « proclame qu'il est des crimes contre l'humanité ». Donc on est en 1944, hein, donc ça n'est pas encore codifié à Nuremberg, et qu'il en est contre la pensée, et il les décrète d'accusation. Alors ici, il semble faire clairement allusion au procès de l'épuration. Voltaire fait aussi comprendre, dit Valéry, que le châtiment, quelquefois, se fait lui-même crime, car le spectacle d'épouvantables supplices réveille et entretient la férocité latente des uns, tandis qu'il transforme aux yeux des autres en presque innocente victime celui qui n'était qu'un misérable criminel. Si la puissance publique se passionne, qu'elle s'acharne sur un corps coupable, si elle épouse la colère ou poursuit une sorte de vengeance, la notion abstraite et pure de l'État rend la justice, en est altérée et dégradée. On s'avise que l'État lui-même est exercé par des instincts qu'il ne devrait pas connaître et qu'il ne connaît qu'aux dépens de sa raison d'être même. Avant d'analyser les termes du débat sur la responsabilité de l'écrivain et la position de Valéry dans son cours du Collège de France, je voudrais préciser que le clivage générationnel n'est pas qu'idéologique et intellectuel, c'est aussi un rapport de force intergénérationnel qui se joue sur d'autres fronts, et notamment aux éditions de la NRF. Dans le cadre des négociations autour de l'épuration de l'édition, la Nouvelle Revue Française est liquidée fin octobre 1944. Et c'est le compromis qui a été trouvé par Pierre Segers et Vercors lors d'une discussion avec Sartre qui, lui, défendait la maison Gallimard. Or, le projet d'une revue dirigée par Sartre prend forme dès ce moment-là, sous le titre « La condition humaine », avant d'être rebaptisé dès décembre 1944 « Les temps modernes », qui ne paraîtra qu'en octobre 1945. Alors, ce projet est nettement perçu par la vieille garde de la NRF comme un défi lancé par la jeune génération qui s'impose progressivement dans la maison. En novembre 1944, Jean Schlumberger écrit ainsi à André Gide « La revue de Sartre, toute philosophique en principe, paraît vouloir empiéter sur le terrain réservé. Nous en serons quittes pour inventer du neuf et pour écraser cette marmaille par notre qualité. » Au même moment, Julien Binda s'enquiert auprès de Jean Paulhan. Est-il vrai que la NRF continuerait sous le nom de la condition humaine, directeur Sartre? Elle ne verrait alors pas souvent ma copie. Par ailleurs, Eugène Guilvic m'avait raconté en entretien qu'il avait été sommé par Valéry de choisir entre Aragon et lui. Engagé dans les rangs du Parti communiste, conquis par les nouvelles figures prophétiques que représentent Aragon et Éluard, Guilvic a fait son choix, je le cite dans l'entretien, donc Valéry, en est mort. Il est mort 4 mois ou 6 mois après. Je représentais Aragon, le CNE, etc. Et il m'a dit « Je ne supporte pas que vous fréquentiez Aragon. Il faut choisir entre Aragon et moi. » Ils se haïssaient tous les deux, Aragon et lui. Ils avaient une haine terrible. Alors, William Marx a analysé dans son cours les attaques d'Aragon contre Valéry dans le traité du style. Alors, par-delà la haine interpersonnelle, qui, je pense, est réelle, c'est la lutte de concurrence pour l'influence sur la nouvelle génération qui se joue entre Valéry et Aragon, et plus encore, un débat de fond sur la poésie pure. Il faut en effet évoquer le poème d'Aragon contre la poésie pure, publié en 1941, au moment où Aragon met en place la contrebande littéraire, et aussi son texte Arma verumque cano, donc où Aragon livre un combat contre l'art pour l'art, et notamment contre la NRF. Alors, contre la poésie pure est écrit au moment où Valéry publie la cantate d'une Narcisse dans la NRF. Après, il va se retirer complètement de la NRF, de même que Gide, mais il y a eu un moment où il y a eu une hésitation au sein de la maison Gallimard de savoir est-ce qu'on participe ou pas à cette entreprise. Alors pour Aragon, la théorie, c'est évidemment contre la poésie pure. Il cite l'Énéide, Arma verumque cano, je chante les armes et l'homme. Donc la poésie est chant et la poésie est arme. Et c'est ce qui va donner le mot d'ordre, en fait, de la poésie de la résistance.
Et donc là, ça nous conduit très directement à la question qui nous occupe, quelle responsabilité pour l'écrivain ? En septembre 1944, à propos des délibérations du Comité national des écrivains, Louis Parrot titrait déjà un article qu'il publiait dans la revue Action, « La responsabilité de l'écrivain ». La responsabilité imputée à l'écrivain n'est pas d'ordre uniquement moral, puisqu'on est dans la conjoncture des poursuites engagées contre les écrivains pour intelligence avec l'ennemi, et donc il s'agit de responsabilité légale. Il y a aussi l'épuration professionnelle qui se profile. Plus de littérature de jeu décrétée en novembre 1944, Charles Brébant dans la revue Gavroche. Personne n'oserait le contester au sortir des années d'oppression. En tant qu'un des représentants les plus distingués de la poésie pure, Valéry revient dans son cours de 1945 sur la question du langage et de la création qu'analysait Antoine Compagnon très finement ce matin, et il revient sur la question du pouvoir des mots. Ah non, je ne sais pas pourquoi. Non. Je ne sais pas où elle est. Alors, depuis longtemps, dit-il, déjà, on savait que la littérature peut s'employer à d'autres fins que le pur plaisir de la lecture. Elle n'est en principe que la liberté donnée au langage d'abuser de sa fonction pour offrir au loisir des gens les divertissements de la fable ou l'enchantement de la forme. Mais sous le couvert de ces prétextes et de ces espèces séduisantes, et par le détour des agréments et de l'amusement, la critique des mœurs, des lois, des puissants et puissances du jour s'y glisse et insinue des venins, d'autant plus pernicieux qu'ils sont plus délicieux à absorber. Alors c'est le débat public autour de la notion de responsabilité de l'écrivain lancé par l'enquête de Carrefour, peu après l'exécution de Brasillac, qui conduit Valéry à aborder la question de la responsabilité dans son cours du 16 mars 1945, au lendemain du suicide de Drieux-La Rochelle. Je ne sais pas s'il avait connaissance déjà du suicide de Drieux-La Rochelle. Donc ce débat, je l'avais étudié à l'époque, porte sur le degré et les limites de cette responsabilité de l'écrivain. La nouvelle génération, représentée par Vercors, Pierre Segers, Emmanuel Mounier, Claude Aveline et Max-Paul Fouché, plaide la responsabilité et donc la culpabilité, tandis que les aînés, Gabriel Marcel, Georges Duhamel et Émile Henriot, sans remettre en cause la notion même de responsabilité, tentent de lui imposer des limites ou de proposer une échelle. Vercors et Segers vont, quant à eux, jusqu'à considérer la responsabilité de l'écrivain comme supérieure à celle de l'industriel. Dans l'exorde qu'il a rédigé en vue de son procès, Drieux, qui n'a pas eu lieu puisqu'il s'est suicidé, il s'est donné la mort, Drieux revendiquait quant à lui, à l'instar de Brasillac, la pleine responsabilité de ses actes en tant qu'intellectuel, sans pour autant plaider coupable. Il écrit « Je me suis conduit en pleine conscience au milieu de ma vie selon l'idée que je me fais des devoirs de l'intellectuel. L'intellectuel, le clerc, l'artiste n'est pas un citoyen comme les autres. Il a des devoirs et des droits supérieurs à ceux des autres. » Alors Valéry a reçu l'invitation à répondre à l'enquête, mais ne l'a pas fait. Craignant que cela, dit-il, ne représente un travail considérable, mais en même temps, ce travail, il l'engage dans son cours. Il aborde la question dans son cours sur l'écrivain et son public de Voltaire à la Libération, où il reprend, d'ailleurs sans la citer, l'analyse de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution sur l'influence que peut avoir l'écrivain sur l'action par son autorité. Comment des hommes de lettres, qui ne possédaient ni rang, ni honneur, ni richesse, ni responsabilité, ni pouvoir, devinrent-ils, en fait, les principaux hommes politiques du temps, et même les seuls, puisque, tandis que d'autres exerçaient le gouvernement, eux seuls tenaient l'autorité. Et après Voltaire, Valéry cite Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, Zola. Alors Valéry aborde la question de la responsabilité d'abord sur le plan légal, qu'il pense simple. Le droit définit la responsabilité comme ce dont l'individu doit répondre devant la loi s'il est la cause d'un dommage. Valéry mélange cependant responsabilité, je parle sous contrôle du juriste,
il mélange cependant responsabilité pénale et responsabilité civile en confondant ce que Durkheim appelait les sanctions répressives qui renvoient à la première et les sanctions restitutives du droit civil et du droit administratif, les dommages et intérêts, qui renvoient à la responsabilité restitutoire ou compensatoire. Valéry s'amuse ensuite à dégager une idée peu abordée, dit-il, qui est présente dans la notion de responsabilité. Je cite, c'est ce que celui qui est responsable est censé avoir voulu toutes les conséquences de l'acte ou du fait pour lequel il est responsable. Là encore, il me semble qu'il omet une référence fondamentale, qui est le livre de Paul Fauconnet sur la responsabilité, qui traite justement de cette question en montrant que le droit moderne prend en compte cette double dimension de la responsabilité, à savoir la responsabilité objective qui renvoie à l'acte, à la causation matérielle, et la responsabilité subjective qui renvoie à l'intentionnalité. Le droit les distingue précisément, c'est les deux questions posées lors d'un procès, c'est le prévenu a-t-il commis l'acte pour lequel il est poursuivi, et si oui, l'a-t-il commis intentionnellement, ce qui est un facteur d'aggravation. Mais la réflexion de Valéry va au-delà de cette question de l'intentionnalité de l'acte. Il s'agit de la pleine conscience des conséquences de l'acte qui implique la sanction, ce qui supposerait que le condamné à mort ait voulu sa condamnation. Alors, c'est une réflexion un peu complexe que j'ai essayé de synthétiser là, mais je vais la dérouler comme la déroule Valéry en deux temps. D'abord dans le premier cours, et puis il la développe ensuite de manière plus claire. C'est plus profondément un questionnement sur le sens de la peine de mort. D'un côté, on pourrait l'interpréter comme vengeance de la société, donc mesure de pure rétorsion, et il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut attribuer à une société civilisée. L'autre théorie, c'est la théorie utilitariste de Lombroso, à laquelle il s'était intéressé à la fin du XIXe. Donc, on élimine un homme dangereux pour la société, en fait. C'est ça la raison de punir, d'éliminer quelqu'un. Donc, on voit la rationalité scientifique utilitaire. Et Valéry en analyse les implications, hein, qui peuvent être effectivement dangereuses. Il dit, si on met de côté ces deux définitions, pour lui, ça voudrait dire que on suppose que l'acte conscient et libre de l'accusé fait que la sanction doit être pensée comme une conséquence voulue de l'acte. Alors, comme le suggère William Marx dans son commentaire de la leçon suivante, cette réflexion apporte un fondement théorique à la signature de la pétition appuyant le recours en grâce de Brasillac et aussi son intervention en faveur de Henri Béraud, qui lui fut gracié. Alors, il en vient d'ailleurs ensuite à l'écrivain. Dans le cas où la loi a fixé sa responsabilité, alors là, nous retombons dans le cas légal, explique-t-il. Mais pour lui, dans ce cas, c'est à la loi de se prononcer. Hors de ce cas, imputer à l'écrivain une responsabilité conduit à retomber dans les accusations contre les philosophes rendus responsables de la Révolution française. Hein. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Valéry s'interroge cependant sur les interprétations de la loi qui frappent non l'écrivain, mais le penseur. Il évoque Socrate, dont le procès reste mal connu. Alors, le cours du 17 mars est tout entier consacré à cette question de la responsabilité de l'écrivain, et on y retrouve, il me semble, certaines des tensions qu'on a évoquées ce matin à un autre niveau. Valéry commence par remonter à l'étymologie de la notion qu'il relie au mot épouser et donc au fait de s'engager, donc on retrouve la fides. Dans l'opinion commune, le terme lui paraît vague. Et là, ça renvoie à la conférence d'ouverture de Claudine Tiercelin sur les notions vagues de la morale et de la métaphysique. Donc là, pour lui, la notion de responsabilité, c'est une notion vague. La notion de responsabilité morale n'a pas de sens précis, selon lui, dans la mesure où il n'y a pas de sanction. Donc ici, il est par contre très durkheimien en définissant la responsabilité par la sanction. Ce qui le renvoie donc à la définition légale. Selon lui, cela dit, Durkheim parle aussi de sanctions morales, sociales. Hein, mais bon. Alors selon lui, cela ne relève pas d'une question morale qui supposerait donc un engagement librement consenti et non sous la crainte d'une sanction. La justification de la responsabilité légale lui semble se heurter
à l'écueil déjà décrit au cours précédent entre vengeance et utilitarisme, dont il pointe les dangers en faisant allusion au nazisme, pour la définition utilitaire. La troisième justification apparaît ici plus clairement, donc il s'agit de l'exemplarité de la peine qui vise non seulement à punir, mais à prévenir les sanctions du même ordre que pourraient entreprendre d'autres individus. Et il est vrai que les procès de l'épuration ont une dimension exemplaire. Mais cette justification, ou plutôt ce qu'il appelle une fiction de responsabilité, conduit à la même aporie de supposer, dit-il, que celui qui a agi a voulu toutes les conséquences de son acte, et parmi celles-ci, la peine elle-même. Alors, concernant l'écrivain, Valéry admet qu'il y a des cas de responsabilité légale tels que la diffamation, l'excitation au mépris ou à la haine, ce qui ne distingue pas la responsabilité de l'écrivain de tout autre. Et là, il a parfaitement raison, parce que dans le droit, ce n'est pas le statut qui est distingué, c'est l'acte même qui est qualifié. Mais en dehors de cela, la notion de responsabilité de l'écrivain soulève la question de la causalité, qui, il faut le noter, fut centrale dans les procès de l'épuration, et notamment dans le procès Maurras, qui s'est tenu à Lyon en janvier 1945, parce que le tribunal ne peut pas faire la preuve de la causalité entre les articles de Maurras et les actes perpétrés contre des individus, même quand il y a une dénonciation nominale, c'est-à-dire que la preuve ne peut pas être faite. J'ai essayé de l'analyser dans mon livre des mots qui tuent. Alors, Valéry donc interroge les effets de l'écrit. Un écrivain écrit un livre, un article, etc. Et cet article tombe où il peut. Il est lu par qui il peut. Et il produit dans ses esprits des informations, ou bien il ne produit rien du tout. Cela dépend des cas, mais il peut arriver à avoir une action. On jugera, dit-il, qu'il a dépassé ses pouvoirs quand il aura, je cite, altéré profondément quelqu'un. Et Valéry évoque ici la démoralisation ou l'incitation à un engagement qui peut avoir des conséquences dans la société. Donc l'incrimination ne porte qu'exceptionnellement sur les modifications d'ordre intellectuel et concerne plutôt celles du caractère de la personne. Alors pour Valéry, les attaques contre les principes d'une société, comme la famille, la propriété, l'art, parfois considérés comme un tort causé au corps social, ne relèvent pas de la responsabilité au sens propre, car il s'agit d'une opinion répondant à une autre opinion. Et là, il faut rappeler que dans les procès des écrivains collaborationnistes, c'est tout l'enjeu. La défense tente de présenter comme des opinions ce que la justice l'État poursuivait comme intelligence avec l'ennemi, parce que c'était une propagande servant les objectifs nazis. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu du débat. Et ici, Valéry donc prend le parti de la défense, n'allant pas jusqu'à plaider, comme Jean Paulhan, le droit à l'aberration de l'écrivain. Valéry est bien trop rationnel pour cela, mais en ramenant la notion de responsabilité à une acception restreinte. J'aurais cependant aimé pouvoir lui demander s'il définissait les injonctions de Maurras à l'exécution d'otages comme relevant de l'opinion. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour lui, toutefois, il n'y a pas de critérium extérieur à la parole. C'est ce que théorisera Paulhan dans « De la paille et du grain » avec la parabole du mur de l'Atlantique, que je recite ici pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. L'épuration mène la vie dure aux écrivains. Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement. Ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs. Ils bâtissent les murs des nouvelles prisons où l'on enferme les journalistes qui ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti. Valéry examine ensuite le cas où l'écrivain peut, je cite, amener des perturbations graves dans l'esprit général des atteintes à des convictions, à des croyances, etc., ce qui explique les mesures prises par les pouvoirs à différentes époques, et donc les mesures pour éviter ou punir ce type d'infraction. Il donne deux exemples de livres ayant eu une influence immense. Le Capital de Marx et l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau, à côté desquels, dit-il, les effets de quelques articles par-ci et par-là ne sont pas comparables du tout à ses yeux. Donc là, il fait allusion aux articles des intellectuels collaborationnistes. Et même dans le cas de ces livres, dit-il, malgré les conséquences durables,
parler de responsabilité n'a toujours pas de sens pour lui. La question qui lui semble primordiale est celle du rôle de l'écrivain dans l'éducation, mais la responsabilité demeure indéterminée puisque les livres lus ne dépendent pas de l'écrivain, même si l'écrivain se dit qu'il faut qu'il écrive pour un tel et pas pour un tel. Et Valéry de conclure que dans la mesure où responsabilité signifie causalité, il est difficile d'imputer une responsabilité à l'écrivain hors un petit cercle d'action, je cite, et d'action pensée. D'autant, précise-t-il, que l'effet peut être différé. Il évoque les livres qui choquent ou dégoûtent ou scandalisent plusieurs siècles après avoir été écrits. Alors ça, c'est d'actualité. Il écarte aussi de la responsabilité les scrupules qu'aurait un écrivain de parler de tel ou tel sujet ou pouvant nuire à sa réputation, car cela relève pour lui d'un problème de conscience, et donc pas de la responsabilité. Alors, Sartre contre Valéry. En lisant ce cours, j'ai regretté de ne l'avoir pas eu à ma disposition il y a 30 ans lorsque j'ai travaillé sur ce débat, car il permet, il me semble, de mieux comprendre l'évolution du débat, et en particulier la position de Sartre. En effet, Sartre a commencé à parler des conditions de l'écriture dans les lettres françaises clandestines, mais il n'avait pas encore théorisé sa conception de la responsabilité de l'écrivain et de la littérature engagée. Et cette théorisation intervient quelques mois après le cours de Valéry. Alors, je ne sais pas s'il y a assisté ou s'il a envoyé quelqu'un prendre des notes, mais on y lit très clairement, il me semble, d'abord la même référence au débat autour des procès de l'épuration, ça je l'avais montré, mais surtout, on peut voir dans l'introduction de Sartre au temps moderne, puis dans sa conférence sur la responsabilité de l'écrivain à l'UNESCO, et enfin dans la série d'articles qui vont composer « Qu'est-ce que la littérature ?», une quasi-réponse point par point à Valéry. Car pour Sartre, au contraire de Valéry, l'écriture est un acte qui engage. Alors, on a vu ce matin dans la conférence de Gilles Philippe que Valéry a défini en 1937, et donc on peut supposer que Sartre, à ce moment-là, en a eu vent, la parole, l'écriture, la littérature comme acte, mais ça n'est pas sa position en 1945. Et Sartre théorise ça, on peut le penser, contre la position de Valéry et de celle de sa génération. C'est la liberté extrême de l'écrivain qui, selon Sartre, fonde sa responsabilité illimitée. Et en fait, la théorie sartrienne est très convergente avec le concept juridique même de responsabilité, lequel repose sur le libre arbitre dans sa définition moderne. Sartre, en élaborant les fondements théoriques de sa théorie Sartre en élabore les fondements théoriques dans sa théorie existentialiste. La responsabilité est ce qui permet de dépasser la liberté négative, génératrice d'angoisse, par des choix assumés en pleine conscience. Du coup, ces choix engagent l'individu, l'écrivain étant l'incarnation suprême de la liberté selon Sartre, parce que, à la différence du médecin ou de l'artisan, il crée ses propres normes, sa responsabilité est quasi illimitée. Alors Sartre transpose donc cette responsabilité au plan universel, comme vous l'entendez. Il l'extrait du cadre national à laquelle elle est arrimée dans les procès de l'épuration, puisqu'il s'agit d'un crime de trahison. Intelligence avec l'ennemi, c'est crime de trahison. Et le crime contre l'humanité est seulement en train d'être codifié à Nuremberg. Ça n'est pas encore fait, c'est en débat, et ça ne sera pas transposé dans le droit français avant les années 60. Mais la définition qu'il donne de la responsabilité est bien plus large que la responsabilité nationale, enfin, par rapport à la nation. Puisque la liberté est la condition même de l'écrivain, l'écrivain a pour devoir de la défendre partout dans le monde contre les différentes formes d'oppression. Se taire, pour Sartre, engage non moins que prendre la parole. Il reproche, comme on sait, à Flaubert et à Baudelaire d'être responsables de la répression contre la commune, car ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Alors, dans Qu'est-ce que la littérature ? Sartre réfléchit, comme Valéry, dans son cours sur Voltaire, au public de l'écrivain. Et je me demande dans quelle mesure cette réflexion ne lui est pas inspirée par Valéry, parce que je ne la vois pas trop chez Sartre avant ce moment-là. Et c'est justement pour Sartre ce public qui lui confère à l'écrivain donc sa responsabilité en régime démocratique, le seul régime, selon Sartre, où l'écriture est un sens parce qu'elle est libre. Ça, il l'avait déjà écrit en 1943. Le fait qu'il écarte la poésie, que Sartre écarte la poésie de la responsabilité, peut aussi
semblait une réponse à Valéry, en même temps qu'aux poètes résistants qu'ont été Aragon et Éluard. Sartre répond aussi à Paulhan dans Qu'est-ce que la littérature ? On dit aujourd'hui qu'il valait mieux construire le mur de l'Atlantique qu'en parler. Je n'en suis pas autrement scandalisé, et je ne dis pas que cela soit juste, mais nous devons nous réjouir que notre profession comporte quelques dangers. Alors plus tard, Simone de Beauvoir, dans La force des choses, évoquant le fait qu'elle a refusé de signer le recours en grâce pour Brasillac, elle et Sartre, ils ont refusé, dit n'avoir jamais regretté son abstention. Et là, il y a une réponse à Paulhan que je vais lire. On a reproché à l'épuration d'avoir plus durement frappé ceux qui parlaient avec approbation du mur de l'Atlantique que ceux qui le construisaient. Je trouve parfaitement injuste qu'on ait excusé la collaboration économique, mais non qu'on ait sévi contre les propagandistes d'Hitler. Par métier, par vocation, j'accorde une énorme importance aux paroles. Simone Weil réclamait qu'on traduisit devant un tribunal ceux qui se servent de l'écriture pour mentir aux hommes, et je la comprends. Il y a des mots aussi meurtriers qu'une chambre à gaz. Donc la réflexion de Valéry sur la responsabilité de l'écrivain exprime et théorise la position de sa génération face au procès de l'épuration et face à l'intransigeance de la génération issue de la résistance qui s'affirme à la libération. Cette réflexion s'ancre dans son analyse de la création développée dans ses cours. On voit la centralité de cette réflexion pour la génération montante comme repoussoir contre lequel cette génération élabore son concept du rôle de la littérature et de la responsabilité de l'écrivain. Si Aragon rompt explicitement avec le paradigme de la poésie pure pour fonder l'engagement des poètes dans la résistance, Sartre se positionne à la fois contre Valéry et contre Aragon, et en s'inspirant de la réflexion de Valéry lui-même sur le public pour élaborer sa conception de la littérature engagée, mais aussi pour exclure la poésie de l'engagement et donc de la responsabilité. Alors cette position sartrienne sera elle-même dépassée par Barthes dans le degré zéro de l'écriture, où Barthes oppose à la théorie sartrienne de la littérature engagée la notion d'écriture, faisant de la forme et du langage le lieu du vrai engagement. Et donc là, ça renvoie aux communications de Benoît Peters et de Gilles sur la place du langage, en fait, chez Valéry, puisque Barthes se réfère aussi à Valéry pour cette réflexion. Voilà, je vous remercie.